Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Oui, le PowerPoint, il vient d'être partagé, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère aussi que vous avez vos cahiers, vos stylos pour qu'on puisse continuer par rapport à notre cours. Donc, nous nous sommes arrêtés la séance dernière par rapport aux produits. J'espère que si vous, vous êtes perdu, que vous allez avoir recours aux autres séances qui sont enregistrées sur ma chaîne YouTube. J'espère aussi que vous êtes bien organisés et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me laissez un commentaire, je reste à votre disposition. Alors, le produit, déjà, lorsqu'on y réfléchit, il faut réfléchir d'abord à la politique de produit, à prendre des décisions qui sont relatives à la vie de ce produit, bien sûr qui va évoluer avec le temps et en fonction de la demande. Donc, on peut réfléchir autour d'un produit soit par rapport à son positionnement, par rapport à d'autres produits qui sont sur le marché, la gamme, le standing du produit. Est-ce qu'il faut innover, avoir plus de créativité pour pouvoir sortir sur le marché quelque chose de plus innovateur? La modernisation, est-ce qu'il faut peut-être changer de stratégie pour une stratégie nouvelle qui va nous donner plus accès aux exigences nouvelles sur le marché? Et finalement, est-ce qu'il faudrait peut-être abandonner ce produit parce que le consommateur n'est plus intéressé par ce produit-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a certaines tendances, il y a certains produits qui font le buzz, il y a certains produits qui sont, on va dire, consommés par les consommateurs pour une durée déterminée et après ils passent vers une autre tendance, vers un autre choix, vers une autre préférence. Donc on va suivre aussi cette tendance, ce qui est en vogue et l'évolution du choix et du type de consommation de ce consommateur. Si nous réfléchissons, vous et moi, chers étudiants, au cycle de vie d'un produit, première des choses, c'est déjà l'extraction et la transformation des matières premières qui sont, on va dire, le premier step pour pouvoir fabriquer un produit et après, on va passer à l'emballage et à la distribution dans les grandes surfaces. Nous allons utiliser le produit en tant que consommateur et bien sûr, après consommation, oui, c'est la fin du produit. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encore et encore refaire enfin, toute la boucle, recommencer de A à Z pour pouvoir encore et encore produire et permettre aux consommateurs de consommer. Et tant que nous produisons, tant que nos entreprises restent vivantes, le cycle de vie d'un produit, alors, c'est d'abord commencer par la conception et le développement. Après lancer le produit sur le marché, il va avoir une certaine croissance, donc les consommateurs vont commencer à l'acheter. Bien sûr, après la mise sur le marché, le volume des ventes commence à évoluer. Lorsqu'il arrive à maturité, il commence à se stabiliser parce que les consommateurs le connaissent, connaissent notre produit, commencent à le consommer de façon régulière, avec une certaine fréquence, à répétition. Et après, il y a le déclin qui va nous obliger encore à concevoir de nouvelles choses. Vous remarquez plusieurs fois certains produits qui existaient déjà sur le marché, les concepteurs ou services recherche et développement conçoivent une nouvelle gamme ou bien changent l'emballage ou bien diversifient au niveau publicitaire ou bien pourquoi? Pour attirer notre attention, pour nous dire, eh oui, nous existons toujours, pour pouvoir nous appeler encore. C'est un système attractif pour pouvoir attirer notre attention, pour nous dire, oui, venez consommer. On peut trouver plusieurs formes. Il y a, par exemple, sur les grandes surfaces Marjane, Carrefour, vous trouvez une personne qui est là avec des produits. Elle vous dit, vous pouvez goûter. Au début, peut-être vous n'êtes pas intéressé, mais suite à l'acte voilà, vous avez contribué à goûter le produit, peut-être que ça va créer chez vous l'envie d'acheter le produit. Je ne vous cache pas aussi que la publicité favorise cette création de l'envie de consommer. Quelquefois, vous sortez pour acheter un produit, et après vous vous retrouvez avec l'achat de 2 ou 3 produits dont vous n'avez pas vraiment besoin. Mais la publicité, les affiches, les petites voiturettes publicitaires qui tournent tout le temps autour de nous, les messages que vous recevez sur votre PC, sur votre téléphone, vous êtes harcelé par les publicités. Vous rentrez à la maison, vous êtes tranquille au milieu d'un film, il y a la publicité aussi. En tout cas, il y a cette, on va dire, harcèlement, et j'ose le mot, qui va conditionner l'esprit du consommateur à réfléchir à ce produit, même s'il n'en a pas besoin, et créer chez lui l'envie de consommer. Donc le cycle de produit, je pense que vous l'avez compris, on commence par quoi? Dans cette boucle, les matières premières,
La fabrication, le transport, donc la distribution, on utilise le produit, c'est la fin du produit et hop, nous recommençons. D'accord? Donc c'est pareil, les marketeurs, le service recherche et développement, les commerciaux sont très importants dans ce rôle. On va extraire, on va fabriquer, transporter, utiliser et nous allons arriver à la fin du produit qui va nous pousser à encore et encore reproduire. Il faut peut-être maintenant passer à l'étape suivante qui est la détermination du prix. Et la politique du prix consiste à prendre des décisions stratégiques et opérationnelles en matière de fixation de prix, c'est tout à fait normal, et la modification de prix, des prix existants bien sûr, s'il y a une circonstance particulière, des fêtes, une tendance, quand on dit 14 février ou une situation de rabais ou on va dire une date précise dans laquelle il y a une forte consommation ou des promotions, là, il y a une diversification au niveau de, de ce process. La modification de prix se fait en fonction, bien sûr, de consultations en interne pour pouvoir savoir est-ce que oui ou non, on arrive à une modification de prix. Par rapport aux objectifs de la communication commerciale, ici aussi, ils ont l'air importants au niveau des objectifs cognitifs, affectifs et comportementaux. Ici, bien sûr, la cognition, c'est la connaissance. Donc, il faut vraiment faire connaître notre produit. Annoncer l'ouverture d'un point de vente, annoncer une semaine de promo. Les objectifs affectifs, en plus, attrait au sentiment. On doit faire aimer l'entreprise. On doit peut-être ramener cette dimension positive, famille, chaleur. On ramène un grand-père, une grand-mère, un petit bébé. C'est fiable, un petit bébé. Une grand-mère, c'est source d'expérience. Donc, c'est une référence, c'est un grand background. Donc, on va lui faire confiance dans la pub. Les objectifs cognitifs ou comportementaux, c'est pour pousser en fait le consommateur à aller vers l'achat. Même s'il n'a pas besoin, on va créer le besoin chez lui pour le faire agir. Et bien sûr, la communication média favorise aussi tout ce process. Nous avons la publicité de marque qui fait connaître le produit, la publicité institutionnelle qui va créer ou développer l'image de l'organisme émetteur, la publicité collective émise par un groupement de producteurs qui va promouvoir le produit, la publicité d'intérêt général qui va nous sensibiliser, d'accord, par rapport à un fait social, quelque chose qui se passe, vous avez certainement remarqué dernièrement par rapport au vaccin. La publicité conjointe réalisée par deux marques afin de profiter tout simplement d'un effet de synergie. Bien sûr, les dernières statistiques de 2015, c'est vrai qu'elles sont assez lointaines, mais quand même, ils nous donnent des une image ou des spécificités particulières, la télévision quand même joue à 35%, la radio 8,5, la presse 42%, les affiches 13,5 et le cinéma 1%. La communication hors média maintenant, il y a beaucoup plus la marketing direct qui y joue puisque c'est dans la proximité, le sponsoring, les relations publiques, les salons et foires, internet et le phoning. Bien sûr qui a joué un rôle majeur, surtout pendant le confinement, puisque c'est l'entreprise qui est partie rencontrer le consommateur chez lui à la maison. Donc, par rapport maintenant à la distribution, c'est définir déjà une politique avec laquelle nous allons distribuer le produit. Il y aura certainement des choix et actions qui visent à créer, à développer, à animer et même à assurer le suivi du réseau de distribution en entreprise. Maintenant, je passe avec vous, chers étudiants, à la fonction comptable et financière. Qu'est-ce que c'est? Et bien sûr, ça risque de vous intéresser si vous désirez ultérieurement devenir comptable. Cette fonction, chers étudiants, elle permet de satisfaire les besoins en information des internes, donc des dirigeants, des cadres ou des externes, comme des banquiers, des actionnaires, des fournisseurs à l'entreprise. Elle leur donne une vision générale de la situation de l'entreprise. Grâce à quoi? L'analyse de la situation de l'entreprise, l'analyse financière, et elle les aide à prendre des décisions, tout simplement. Je vais juste agrandir un peu, voilà. Nous avons des missions particulières qui sont corollaires à cette fonction. On les découvre ensemble. Première des choses, c'est satisfaire une obligation légale, c'est-à-dire tout simplement le droit, qu'est-ce qui nous impose par rapport à toutes les entreprises de déclarer une fois par an, annuellement, la situation du patrimoine de l'entreprise. Donc, nous sommes obligés de présenter un bilan et de présenter aussi un CPC pour pouvoir clarifier la performance de l'activité. Mais aussi,
C'est un outil de gestion. Pour quelle raison? Parce que c'est la mise en place, en fait, de la comptabilité analytique et budgétaire qui permet aux dirigeants d'avoir des informations pour la prise de décision. Tout simplement, ça les aide ou ça favorise ou ça les encourage soit à se lancer sur de nouveaux marchés ou pas, à rester beaucoup plus prudent surtout par exemple dans les circonstances actuelles. Donc être un instrument de communication financière externe, tout simplement pour avoir une réputation, une image sur le marché, une notoriété. C'est aussi à destination des partenaires de l'entreprise, les actionnaires, les salariés, les banquiers, etc. La fonction comptable alors, chers étudiants, va nous permettre plusieurs avantages. Lesquels? Assurer les fonds pour financer une activité. Donc, à elle que revient la responsabilité de donner à l'entreprise cette opportunité pour pouvoir avoir les moyens, pour pouvoir se développer. Elle va même nous garantir que le capital est investi de façon rentable. Elle va nous donner une situation claire, aussi peut-être nous avertir, nous montrer grâce à la méthode SWOT que nous avons vue ou la méthode PESTEL aussi qui va nous donner un diagnostic au niveau des menaces, des opportunités, des moyens qui peuvent nous servir pour pouvoir avancer et permet aux décideurs de savoir quelle activité est plus rentable qu'une autre. La fonction alors comptable et financière peut être considérée comme le cœur battant d'une entreprise. Lui revient alors la responsabilité de donner à l'entreprise l'opportunité et les moyens de se développer. Elle va aussi garantir que le capital est investi de façon rentable, qu'il y a profit. Et si ça ne marche pas, s'il n'y a pas profit, s'il y a de la perte, donc restructuration et on va revoir tout simplement la stratégie. Je vous emmène rapidement vers la fonction du personnel ou la gestion des ressources humaines, focalisée beaucoup plus sur le capital humain. Alors, le secret de succès de toute organisation, chers étudiants, c'est l'homme, c'est le capital humain avec sa compétence et sa performance. Donc, ce capital qui devient aujourd'hui un capital immatériel. Il va conduire à la performance durable. On peut avoir beaucoup d'argent, mais des personnes qui ne sont pas compétentes. Donc, on pourra partir vers la faillite. Et on peut avoir peu d'argent, mais un capital humain de qualité, performant, il pourra nous mener vers de la performance, puisque le capital humain aujourd'hui est considéré comme pilier stratégique. Donc, il y a l'importance, bien sûr, de cette fonction qui est primordiale, indispensable et qui aussi peut être considérée comme le cœur aussi battant de l'organisation. De quelle façon? Sur le plan de production, donc pour améliorer la compétitivité et la productivité de l'entreprise, au niveau commercial, la GRH recrute du beau monde. Le plan financier, elle va limiter et optimiser les dépenses liées aux salariés, c'est normal. Et sur le plan stratégique, se différencier de la concurrence. Bien sûr, sa fonction est claire, elle est simple, je vais vous expliquer rapidement. C'est la recherche d'une adéquation entre les besoins de l'entreprise et les compétences d'un individu. Bien sûr, on va recruter les personnes selon pas uniquement leur diplôme, mais selon leurs soft skills, leurs compétences, leur champ d'activité, leur champ de maîtrise et leur champ d'expertise. Donc, la fiche de poste va nous aider dans ce cadre pour pouvoir déterminer les attentes, les missions et profils du candidat ou le salarié. Les axes sur lesquels on joue dans ce cadre, c'est le recrutement, la rémunération du personnel, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'amélioration des conditions du travail. Aujourd'hui, vous avez remarqué, je suis un peu rapide. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces éléments-là, vous allez les avoir en S2, S3, S4. C'est un cours aujourd'hui qui est préliminaire, qui va vous aider à avoir une vision globale, une dimension globale de la chose, mais vous allez détailler avec vos professeurs des autres niveaux, avec vos professeurs des autres semestres, pour aller vers la profondeur et avoir davantage d'informations. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a bien sûr le modèle classique en GRH et les ressources humaines ici sont considérées comme un coût à minimiser. C'est normal. Donc, l'employé est considéré comme un facteur de production et on peut les changer. Ils sont interchangeables à souhait lorsqu'il y a faute professionnelle, incompétence, lorsqu'il y a aussi une inadéquation entre le profil du salarié et ce qu'on lui demande. Le modèle 2, c'est l'école des relations humaines avec trois principaux contributeurs, Maillot, McGregor et Maslow. Je vous oriente si vous voulez davantage d'informations concernant ces deux points. J'ai mis sur ma chaîne YouTube tout le cours Management S2. D'accord? Tout le cours Management S2, j'ai mis des capsules vidéo concernant chaque auteur, concernant chaque économiste et concernant chaque école. Donc, vous pourrez trouver toutes les écoles. Et les ressources humaines ici ne sont pas seulement un coût à minimiser, à cela doit s'ajouter aussi la satisfaction
des clients. Mais bien sûr, quelqu'un peut être très intelligent, mais il peut être désagréable. Donc, le client est insatisfait ou il n'arrive pas vraiment à comprendre et à cibler le besoin du client, donc il y a inefficacité. Insatisfaction du client peut mener au changement du salarié. Ce dernier alors se doit se sentir aimé et valorisé, aussi pour écarter son aversion à l'autorité. Oui, on doit le motiver, le former pour pouvoir maintenir sa rentabilité et performance. D'accord. Donc voilà. Le modèle 3, c'est la gestion qui est moderne des ressources humaines. Le personnel ici, il est considéré comme une ressource pour l'organisation, impliquant un système de gestion participatif. Il va assister aux réunions, sera une force de proposition. Et le personnel va être dans sa créativité et son innovation un point de taille ou une valeur ajoutée ou un maillon fort capable d'innover. Il prendra même des responsabilités. Et ici, le management doit leur confier des responsabilités. Et tant que vous allez déléguer des responsabilités, tant que vous allez avoir de la rentabilité. Le quatrième modèle, c'est celui de la gestion stratégique dans lequel on a gagnant-gagnant. Le salarié servira l'entreprise dans la mesure où cette dernière lui permet d'atteindre ses objectifs. D'accord. Donc j'espère que c'est clair. Par rapport à la fonction qualité, elle est très très simple. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Elle mise justement sur la qualité. Donc, c'est la vérification tout le temps enfin, de ce qui se passe, du fonctionnement, pour est-ce qu'il est conforme aux normes ISO? Est-ce qu'il respecte les normes au niveau de la qualité pour pouvoir arriver à une qualité maintenue et un processus de gestion de cette qualité, l'amélioration des performances. Donc, c'est l'ensemble des propriétés et des caractéristiques d'un produit ou d'un service. Elle va permettre au client de satisfaire ses besoins et au producteur de comprimer ce coût. Nous allons tout le temps être en quête perpétuelle. Et bien sûr, ici, je fais appel aux normes ISO. D'accord. Vous pouvez mettre juste iso.org sur Internet. Vous allez trouver énormément d'informations qui vont vous éclairer sur la question. Il y a plusieurs normes ISO, en fait. Management environnemental, santé et sécurité du travail, management de la sécurité de l'information, responsabilité sociétale, système de management de qualité et management de l'énergie. En tout cas, je ne vais pas vraiment m'étaler dessus, mais je voudrais que vous puissiez juste avoir à l'esprit que nous recherchons la maîtrise de la qualité et l'assurance de la qualité, et que cette qualité-là soit maintenue dans le temps. D'accord? Alors, je pense que je vais arrêter là. Je vous donne rendez-vous très très vite. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon courage par rapport à vos examens.